va maintenant, si vous voulez, passer à la conférence que proposent Pierre Léna et Christian Grattalou. Le sujet, moi, il me touche beaucoup parce que c'est pratiquement le credo, je dirais, du festival. Observer le ciel pour mieux comprendre la terre. Et nous ajoutons, dans le fond, observer le ciel pour mieux comprendre et protéger la terre. Et c'est tout l'objet de ce festival, c'est tout ce que nous essayons de faire passer. Donc on va écouter Pierre et Christian qui vont nous décrire ça sur une période de 6000 ans. C'est ça? Merci. Bien. Bonsoir à toutes et à tous. Bravo à Anastasia pour ses 180 secondes. Nous, on va parler un peu plus longtemps. Oui, c'est proportionnel au nombre d'années des intervenants. 6000 ans en 180 secondes, c'est un peu difficile. Mais merci d'abord à Bruno, connaissance depuis le temps lointain de la Ferme des Étoiles et du bonheur d'y venir, d'y revenir et d'y revenir encore une fois pour recevoir ce prix. Merci à Ciel et Espace, à David Fossé, à Roland Lehoucq, des amis, des collègues, pour avoir discerné dans l'immense qualité de production de livres d'astronomie notre travail commun. Et puis merci à vous pour venir le découvrir par petites touches ce soir. Oui, je ne peux que m'associer à ces remerciements, sachant qu'en plus pour moi ça a une fonction très forte d'exotisme, parce que je suis habitué au festival d'histoire, de géographie, de cartographie, mais évidemment pas d'astronomie. Donc je remercie Pierre de m'avoir associé, parce que lorsque tu m'avais proposé de faire l'équivalent de l'Atlas historique mondial, mais pour le ciel, je m'étais dit, je ne comprends absolument pas de quoi il peut s'agir. Mais tu m'as convaincu, et j'en suis très heureux. Et merci à tous ceux qui ont bien voulu s'y intéresser, le reconnaître, et heureusement ils sont nombreux. Et donc merci à Ciel et Espace d'avoir honoré ce travail que l'on a voulu pour tous, effectivement, et pas particulièrement ceux qui sont spécialisés en astronomie. C'est le point le plus important. Voilà. Alors, vous allez juger de cet essai de résumer ces 6000 ans et beaucoup des pages de l'Atlas dont nous ne parlerons pas parce que nous avons fait un choix de quelques moments qui nous intéressent particulièrement ou qui sont des temps forts de cette longue histoire, avec peut-être simplement un mot que le texte ici souligne bien. Il ne s'agit pas d'une histoire de l'astronomie. Il s'agit d'une histoire des rapports entre les humains et le ciel, avec beaucoup de composants. Bien sûr, dans la seconde partie de l'Atlas, l'astronomie va être plus présente que dans la première partie, comme elle l'est dans la science contemporaine, mais ce n'est pas une histoire de l'astronomie. Voilà. Bien. Alors, cet atlas part d'une expérience humaine fondamentale que nous avons tous faite, que vous referez ce soir si vous n'étiez pas là hier soir, qui est de regarder le ciel et de s'interroger. Et ce ciel a une propriété, il est commun à toute l'humanité. Oui, c'est quelque chose qui est particulièrement frappant parce que toutes les sociétés humaines ont finalement une énorme diversité les unes par rapport aux autres. Elles ont deux choses essentielles qui sont totalement communes, c'est qu'elles habitent la même planète et voient donc le même ciel, et c'est qu'elles ont aussi une seule et même espèce, l'espèce humaine. C'est ces deux éléments qu'on oublie souvent, et c'est quelque chose qui explique qu'à partir de là, elles aient pu composer des choses différentes. Et on a un bel exemple de ce que j'aime bien appeler un singulier pluriel, c'est-à-dire le fait que le singulier, c'est qu'elle regarde le même ciel, mais le pluriel, c'est qu'elle l'interprète différemment. Alors, on a pris ce qu'un anthropologue, Jean-Loïc Lequelec, a fait, qui était un classement, alors on discutait, mais peu importe, c'est un classement qui a son intérêt, qui est de montrer comment toutes les sociétés ont des cosmogonies. Toutes les sociétés expliquent quelque chose qui est à la fois une vision de l'univers et une vision de leur propre histoire à l'intérieur de tout ce qui existe, ce qu'ils peuvent penser.
Et en gros, on peut les classer, ce qu'a fait le Québec, en ceux qui pensent que tout part de l'océan, tout part de la Terre ou tout part du ciel. Alors ce qui nous intéresse, c'est celles qui sont les petites étoiles à 4 branches, là, bleues, qui sont particulièrement présentes en Afrique, et qui sont celles qui se sont fondées sur une cosmogonie céleste. Mais il y a des cosmogonies océaniques, il y a des cosmogonies terrestres également. Voilà. Alors, le ciel, c'est beaucoup plus que l'astronomie, c'est aussi l'émergence de la transcendance. Et dans beaucoup de cultures, on peut la voir, particulièrement dans la nôtre, chez Platon, le philosophe pour lequel, au-delà de l'expérience sensible, au-delà de tout ce que nous voyons, le ciel représente une transcendance qu'il appelle l'âme du monde, que d'autres qualifieront Dieu dans la religion du livre, hein, mais un élan de l'être humain vers au-delà de lui-même. Oui, alors à l'accueil d'ailleurs, il y a une reproduction du disque de Nebra. Il s'agit d'un objet que l'on considérait peut-être sans doute dépassé par de nouveau, mais comme la plus ancienne image du ciel produite par une société humaine. Bon, en l'occurrence, ce serait il y a à peu près 3600 ans. Et ça a été trouvé en Allemagne par d'ailleurs des espèces de pieds-nickelés qui faisaient des fouilles sauvages et qui se sont fait coincer par la police. Mais ça représente effectivement, de manière assez claire, en fond de bronze que vous voyez, il y a le ciel, et dessus, on voit en feuilles d'or dorées la lune, alors le croissant de lune, le rond plein, peut-être soit le soleil, soit la pleine lune, on n'est pas fixé, et puis il y a les Pléiades que Pierre nous montre, là, il y a les Pléiades qui sont nettes, et puis des choses qu'on interprète de manière discutable, donc on ne va pas les lancer. Voilà, ça c'est peut-être quelque chose qui est dépassé par une représentation chinoise. L'objet est actuellement en cours de débat scientifique, dépassé en termes d'ancienneté. Alors, le propre de cette très longue histoire, c'est d'avoir une césure marquée par cette diapositive entre le ciel commun à tous les humains vu avec un instrument d'optique commun à tous les humains qui est notre œil, l'œil nu, vous voyez là-haut, avec une pupille dont l'ouverture maximum la nuit sans lumière est de 7 mm, et puis, après la césure, la construction d'instruments qui ramassent plus de lumière, qui résolvent plus de détails, qui sont, depuis la lunette de Galilée jusqu'au James Webb télescope, qui est ici. Bon. Il faut faire attention. Le James Webb télescope, 6,40 m, et ces images de galaxies en formation à une très grande distance. Alors, pour mettre l'échelle entre les deux, 2 minutes d'arc, c'est-à-dire un 15e du diamètre apparent de la Lune, comparé à ici. Donc, c'est une petite tache dans le disque lunaire à l'échelle. Cette césure, c'est une césure radicale à partir de laquelle la science astronomique va se développer et surtout, nous allons voir, le ciel va se peupler au-delà de tout ce que les humains voyaient à égalité avec leur œil nu. Alors cet œil nu, c'est un puissant système visuel fabriqué par l'évolution à peu près en 550 millions d'années avant les mammifères et qui comprend le principe même d'un télescope, c'est-à-dire un récepteur voilà, qui comprend un diaphragme d'entrée, une lentille, le cristallin, et un récepteur d'image. Aujourd'hui, c'est ce qui est sur nos CCD, mais les télescopes modernes ont exactement des récepteurs photoélectriques de même type. Ici, l'impression lumineuse est transformée par les cellules cônes et bâtonnets. Nous avons eu un très bel exposé hier sur ce sujet en impulsion qui chemine vers le cerveau, vers le nerf optique. Et cet instrument d'optique, c'est lui qui a les limites de cette longue période de l'œil nu. Ces limites, on les voit ici. Notre construction angulaire repose sur 360 degrés pour un cercle. C'est un héritage de Babylone, il y a donc 3500 ans.
1 degré est découpé en 60 minutes d'arc, donc on est sur une base sexagésimale commode parce qu'elle a beaucoup de sous multiples, que l'on a conservé encore aujourd'hui, et la minute en 60 secondes d'arc. Et la limite de la vision humaine, de tous les œils du vieux humain, est entre 5 à 10 minutes d'arc. L'échelle, je dis 30 minutes pour le diamètre apparent de la Lune. Le mouvement de la Lune, son diamètre a environ 2 minutes. Et ici, nous avons les limites successives. L'œil humain, 5 à 10 minutes d'arc. Les alignements de Tycho Brahe, 1 minute d'arc, donc un facteur qui a entraîné la révolution de la Renaissance, nous y reviendrons. La lunette de Galilée, 10 secondes, donc à peu près 6 fois mieux. Les télescopes optiques jusqu'à l'optique adaptative des années 90, et j'ai eu la chance de participer, 1 seconde d'arc. Et puis cette frontière de la dégradation atmosphérique des images, dont nous n'aurons pas le temps de parler, étant franchie, on arrive ici, toujours à la longueur d'onde visible, avec le VLT par exemple, à 20 millisecondes d'arc, et on fait même 1000 fois mieux aujourd'hui, 20 microsecondes d'arc avec l'interférométrie, mais c'est une autre histoire. Voilà, alors cette limite de l'œil humain, 5 à 10 minutes d'arc, elle est évidemment intéressante à percevoir, et le test, ce sont les Pléiades, ce petit groupe d'étoiles que l'on voit bien pendant les nuits d'hiver, photographié ici au Chili sur le site du VLT, et les Pléiades ont servi de test visuel pour les archers de Darius et d'Alexandre. On leur demandait, à l'examen d'entrée au concours des archers dans l'école supérieure d'archerie de Babylone ou de Macédoine, combien comptez-vous d'étoiles? Et voilà une étoile, une photographie, et au-dessus, une photographie floutée qui donne à peu près le flou du visuel. Donc on peut demander aux enfants, dont la vue est généralement meilleure, de compter les étoiles, et on a tout de suite une idée de leur réception. Voilà, alors revenons au spectacle commun du ciel, la Voie lactée, dont pendant toute cette période, jusqu'à Galilée, personne ne savait pourquoi on avait ce sillon blanchâtre dans le ciel, magnifique, qui a été la source de beaucoup de récits. Nous en avons retenu 6 ici, le chemin de Saint-Jacques, bien entendu chez nous, l'histoire d'Héraclès qui lui a donné son nom, le lait jaillissant du sein de Héra, et puis d'autres histoires, comme par exemple cette très belle histoire de la fée et du berger, un mortel aimé par une fée, déesse, en Chine, qui donne la création de la Voie lactée par la mère jalouse, qui lance un fleuve qui va séparer les amants jusqu'un jour par an où un vol de pie leur permet de construire un pont et se relier. C'est aujourd'hui le jour des mariages en Chine. Voilà un héritage aujourd'hui d'une histoire très ancienne. Et puis, il y a beaucoup d'autres histoires. Le panorama ici est pris depuis le site du VLT, le site du futur ELT, Cerro Amazonas, qui est à 25 km du site de Paranal actuellement. Vous voyez ici voilà. Vous avez ici, à gauche, à l'est, les lumières résiduelles de la Panaméricaine, et puis une image du télescope spatial Gaïa, avec la résolution, évidemment, de la Voie lactée. Gaïa a catalogué 1,7 milliard d'étoiles, qui sont disponibles sur Internet, si vous avez envie d'aller les voir. Voilà. Bon, je reprends la main. Tout à l'heure, sur la carte de Le Quélec, on voyait que toutes les sociétés avaient des cosmogonies, mais toutes n'étaient pas aussi intéressées par le ciel. La Voie lactée, toutes les sociétés l'ont vue, mais toutes n'ont pas donné des noms, l'ont analysé en détail, il y a des grandes variables. Et toutes ne s'intéressent pas également de la même manière au ciel. Par exemple, on l'a pas mis ici dans nos diapositives, mais dans l'Atlas, on a essayé de
voir comment on nommait le Soleil, la Lune et les 5 planètes visibles à l'œil nu dans les différentes sociétés. Il y en a pour lesquelles il n'y a pas de nom, en particulier les Inuits. Alors certes, bon, il ne fait pas très beau et la nuit est longue parfois, pourtant, au pôle Nord, mais on a des sociétés qui ont des degrés d'intérêt variables. Alors on en a juste, pour les diapos, sélectionné quelques-unes, il y en a plus dans l'Atlas, en commençant en allant très loin au départ, on va aussi aller en Océanie. L'Australie, par exemple, les aborigènes australiens avaient, alors certes, les nuits du désert australien sont très lumineuses, une culture assez complexe, et entre autres, on rencontre quelque chose qu'on ne verra pas, je crois, dans nos diapos, mais qui est dans l'Atlas, c'est le fait que la manière d'agencer les constellations ne sont pas les mêmes, évidemment, d'une société à une autre. Il y a une part très forte de convention dans ce domaine-là. Donc, il y a, entre autres, une tradition de faire des constellations négatives, c'est-à-dire de voir du noir plutôt que ce qui est des lumineux. Alors, c'est le cas dans la Voie lactée pour certains groupes aborigènes, où ils désignaient, entre autres, une tache qu'ils appelaient l'émeu, c'est-à-dire le nom de l'oiseau qui est le plus gros après l'autruche en Australie, l'émeu céleste, qui était un élément évidemment de leur mythologie, qui était pour eux visible. Alors vous avez quelque chose qui nous rassemble, qui nous semble une constellation beaucoup plus classique dans la partie inférieure, qui n'est pas exactement d'ailleurs des aborigènes australiens, mais une population d'une île du détroit de Torres, donc, qui se situe entre l'Australie et la Nouvelle-Guinée, donc des navigateurs, ce qui change tout, parce que évidemment les étoiles leur sont utiles. Et là, on a une légende qui est celle d'un héros mythique, Tagai, qui navigue, parce que c'est les grands héros sont les navigateurs, comme Ulysse. Et ces marins avaient fait des bêtises, il les a envoyés dans le ciel sous forme d'étoiles, et surtout, on le retrouve lui-même, vous voyez le héros dessiné, il tient son épée, qui est la croix du Sud, et sa lance d'ailleurs plus exactement, et puis son bateau, qui correspond à peu près à notre scorpion, et l'ancre du bateau, qui est le Sagittaire. Et vous avez quelque chose, un petit dessin qui reconstitue à partir d'une gravure cette image qui est projetée dans le ciel et qui est leur image mythologique. Donc on a une toute autre lecture du ciel, mais là on a quelque chose qui est plus une représentation liée à une pratique qu'un usage pratique du ciel. Ce qu'on ne va pas tout à fait rencontrer chez les Polynésiens, parce que vous savez, Pierre aime bien me plaisanter sur ma passion pour les Polynésiens, mais les Polynésiens sont les plus grands navigateurs de l'histoire avant que les Européens ne se mettent à l'eau au 15e, 16e siècle. Donc les Polynésiens, ils ont été, enfin les peuples austronésiens en général, ils ont été de Madagascar à l'Amérique. Et entre autres, ils ont peuplé toutes les îles du Pacifique, pratiquement. Donc, et ils naviguaient dans ces îles du Pacifique en sachant où ils étaient. Ce qui a beaucoup épaté les gens comme Bougainville ou Cook au XVIIIe siècle. Donc, ils naviguaient en regardant les étoiles. Alors, pas que les étoiles. Ils avaient une connaissance de la mer comme une sorte de territoire dont ils connaissaient les courants, les formes de vagues, les formes de crêtes des vagues. Mais ils utilisaient beaucoup les étoiles, entre autres en distinguant le cheminement des étoiles d'est en ouest pendant la nuit, qui s'appelle donc pour eux le chemin des étoiles, le RUA, et d'autre part l'axe nord-sud, qui évidemment ils l'utilisaient à partir des étoiles repères, ça dépendait de l'hémisphère dans lequel ils étaient, et qu'ils appelaient le POU. Donc ils naviguaient entre RUA et POU, qui leur permettait de faire des zigzags dans la mer en allant d'est-ouest, nord-sud, d'est-ouest, nord-sud, et se retrouver, par exemple, pour naviguer régulièrement de Tahiti jusqu'aux îles Hawaï. Et ça fait quand même quelque chose comme 3000 km en pleine mer. Et ils ne se trompaient pas. Alors, pour on se rapprocher cette fois-ci de choses qu'on connaît mieux, dans nos mythologies, on a toujours presque toujours une représentation du ciel. Voilà un exemple dans la partie haute de la mythologie égyptienne, où vous avez Nour, c'est la grande dame qui est en bleu couverte d'étoiles, c'est évidemment Madame le ciel. Ses orteils sont à l'est et ses bouts de doigts de main sont à l'ouest. Elle représente donc la voûte que parcourt son fils Ra, qu'elle avale tous les soirs et qui renaît tous les matins, donc qui parcourt le corps de sa mère. Et tout en bas, vous avez un autre personnage qui lui est masculin mais qui représente la terre. Vous voyez que ciel et terre sont, au point de vue des genres, inversés dans la mythologie égyptienne par rapport à notre propre vocabulaire. Entre les deux, vous avez leur père, qui est l'air, ils ont été engendrés par, et leur mère étant l'eau. La terre et le ciel ont eu des enfants, entre autres Isis et Osiris. Donc là, nous sommes dans quelque chose que nous connaissons généralement bien.
parmi les éléments de la mythologie sur le ciel, vous avez, mais Pierre l'aime bien, alors je vais laisser Pierre vous expliquer ce qu'est le lever héliaque de Sirius. Voilà, le lever héliaque de Sirius, c'est le lever qui se produisait en Chine. Vous avez une carte qui est à la date indiquée, vers 4h30 du matin, le 20 juillet, moins 1340. Et qui annonçait l'arrivée de la crue du Nil, les eaux arrivant évidemment de beaucoup plus au sud. Et ce lever héliaque de Sirius est un lever dans la constellation du Petit Chien, Caniculus, d'où nos canicules, il paraît qu'il y en a une qui nous attend la semaine prochaine. Là, à nouveau, et à quel point le ciel accompagne sur près de 4000 ans l'histoire humaine, y compris dans le vocabulaire. La dernière carte est une représentation des constellations. Oui, la toute dernière, c'est au Louvre, hein, d'ailleurs, c'est un truc qui a été piqué aux Égyptiens. C'est le toit d'une pièce cérémonielle, probablement d'ailleurs un tombeau, et dans lequel on a un métissage. C'est ça pour ça qu'elle est intéressante, puisqu'on se situe aux environs de 51, je crois, avant notre ère, lorsqu'elle a été sculptée, c'est-à-dire en gros à la période de Cléopâtre, si vous voulez, donc d'une grecque en fait, de la dynastie des Ptolémées. Et vous avez quelque chose qui est à la fois le zodiaque que les Grecs avaient emprunté aux Babyloniens, mais qu'ils avaient transformé en lui donnant d'ailleurs son nom, et en même temps de tous les éléments de la mythologie céleste égyptienne qui sont présents. Dans le détail, ce sera assez long à l'analyser, mais c'est un objet très métissé. Alors, puisque nous sommes dans des représentations religieuses, je voudrais choquer personne en disant mythologique en l'occurrence, du ciel, vous avez la représentation chrétienne du ciel, plutôt d'ailleurs issue de la Bible du ciel. Alors, j'avais pris le texte de Dante, qui est un voyage, entre autres pour la partie paradis, qui est un voyage sur les 9 sphères plus une qui représentent le ciel. Donc, on a coupé la partie inférieure, mais elle est dans l'Atlas. Vous avez ce qu'on va le plus souvent voir chez Dante, c'est-à-dire l'enfer. Donc, les cercles de l'enfer, ils sont en dessous. Mais vous avez, on voit le purgatoire sur la terre, et puis au-dessus, vous avez quelque chose qui représente d'abord une distinction. Dans l'Atlas, on l'a mis sur la partie gauche, qui est la distinction entre le ciel terrestre, le ciel qu'on voit, nous, et qui est l'air qu'on respire, et puis le ciel céleste, dans lequel il y a les âmes, Dieu, les anges, etc., avec une distinction entre les deux. Donc le ciel, notre ciel terrestre, il est avec l'air, et puis au-delà, vous avez des sphères emboîtées. Donc on est dans quelque chose qui remonte au grec, hein, cette fois-ci, mais qui est encore dans la pensée médiévale. Vous avez chacune des sphères correspond, pour retrouver... Oh, pardon. Chacune des sphères correspond à une des astres visibles, des planètes visibles, et du Soleil et de la Lune, et puis des 5 planètes visibles. La 6e sphère étant le ciel fixe, hein, le ciel des étoiles fixes. Et puis il y en a une 9e, qui est le primum mobile, c'est là où sont les anges. Au-delà, on n'est plus dans une sphère, on est dans quelque chose qui est l'éternité et l'immensité, qui est l'empyrée, c'est là où est Dieu. Voilà. Bon, alors oui, je garde la parole parce que j'espère que vous connaissez les globes de Coronelli parce qu'ils sont très spectaculaires à la BNF. Mais enfin, c'était tout à fait classique de faire les globes par paire. Jusqu'au XVIIIe siècle, on a eu cette pratique, un globe céleste, un globe terrestre. Et je crois que notre atlas est le descendant de cette paire de globes, puisqu'on a à la fois des cartes célestes et des cartes terrestres simultanément. Donc, pour un géographe et un cartographe que je suis, évidemment, le rapport au ciel est d'abord un rapport à la cartographie. Alors, il y a un héros, je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail, qui est Ératosthène, qui reprend la question de la sphéricité terrestre, Aristote, mais déjà avant, mais lui, il va mesurer. Et la question de la mesure de la sphère se fait par le fait qu'il considérait que l'Égypte était en gros méridienne, nord-sud, si vous préférez, entre Alexandrie et puis un lieu qu'on appelait Syène. En fait, c'est Assouan aujourd'hui, c'est-à-dire le lieu où, vers le 21 juin, les rayons du soleil arrivent au fond des puits. Si vous préférez, c'est le tropique nord. Donc, vous avez quelque chose qui n'avait plus d'ombre à midi. Inversement, à Alexandrie, un bâton
il y a un gnomon, ça fait plus chic, projette une petite ombre. Si on mesure cette ombre et qu'on connaît la distance d'Alexandrie à Sienne, eh bien, on pourra calculer la rotondité terrestre. Tout le problème n'était pas de mesurer l'angle, ça c'était facile, c'était de connaître la distance. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, il a probablement fait appel à un bématiste, c'est-à-dire un marcheur professionnel, mais enfin, c'est pas sûr. Voilà, donc en tout cas, le résultat, c'est que sans doute, grâce à, il a eu un peu de chance, grâce à des erreurs qui se sont contredites, eh bien, il est arrivé à pratiquement 40 000 km de circonférence terrestre, c'est-à-dire qu'il est tombé juste. Donc, après Ératosthène, qui était le directeur de la bibliothèque d'Alexandrie, 5 siècles plus tard, c'est Ptolémée qui lui succède, et lui, il va non seulement codifier dans en Almageste, dans les étoiles, mais aussi dans la géographie, c'est les deux, Ptolémée, c'est à la fois la terre et le ciel, tout le savoir de l'Antiquité, et c'est des textes qui vont être transmis, ce qui va être effectivement extrêmement important, on va en reparler. Et entre autres, il va permettre de faire les premières techniques de projection. Donc pour des cartographes, c'est absolument essentiel. Je n'aurais pas pu faire d'atlas sans Ptolémée. Le fait qu'il ait, entre autres, commencé à ce énorme problème qui sera vraiment résolu qu'au XVIIIe siècle, qui est celui de la mesure de la longitude. La latitude, c'est la hauteur du Soleil, c'est assez simple, mais on n'a pas mis dans nos diapos, mais il y a un bâton de Jacob, c'est une technique extrêmement ancienne qu'on rencontre dès l'Antiquité. Mais la longitude, c'est beaucoup plus compliqué. Et Ptolémée va utiliser une technique assez astucieuse qui consiste à utiliser les différences horaires pour une éclipse de lune dont il a les archives, on peut dire, puisque c'était pratiquement 5 siècles avant sa mesure, 3e siècle avant. Et à partir de là, il va pouvoir calculer des longitudes. Alors évidemment, le planisphère qu'il fait, qui exclut évidemment ce qu'on ignorait à l'époque, comme l'Amérique, et il va le faire à partir d'un méridien qui est placé au bout du monde, vraiment au bout du monde, c'est-à-dire là où vraiment les connaissances d'une terre émergée la plus éloignée, c'est-à-dire dans les Canaries. L'île des Canaries la plus à l'ouest, qui est l'île de Ferro. Donc le méridien de Ferro va être pratiquement jusqu'au 15e, 16e siècle le méridien de référence. Voilà. À partir de là, on peut faire une organisation des lignes de référence, méridien et parallèle, sur Terre et dans le ciel. Permet de passer la parole à... Voilà, alors j'enchaîne sur l'image devient carte, c'est-à-dire que les mathématiques entrent en scène chez les Grecs avec cette longue histoire de la géométrie. Géométrie, c'est la mesure de la Terre, qui va commencer avec Thalès et se poursuivre jusqu'à Archimède et Ptolémée, en passant par Pythagore, Euclide et la compréhension de cette projection du ciel sur une sphère céleste qui n'est pas aussi simple à traiter que des triangles tracés sur un plan, puisque nous savons tous que la somme des angles d'un triangle tracé sur un plan fait 180 degrés. Ce n'était pas du tout vrai sur une sphère céleste. Hein. Par exemple, si vous prenez le triangle qui a comme sommet le pôle Nord, hein, et qui a un second sommet sur l'équateur et un troisième sommet sur l'équateur, donc ce troisième, vous voyez que c'est un triangle qui a 2 angles droits, plus un angle ici, donc dont la somme des angles est supérieure à 180 degrés. Donc il faut inventer une géométrie sphérique pour mesurer les positions des astres sur le ciel, et cette réflexion sur le cercle et la sphère va avoir tous ces auteurs, en particulier les 2 grands astronomes qui vont conclure, Hipparque au IIIe siècle et Ptolémée ensuite, pour représenter les constellations, les andes sur la sphère céleste. Tout est nombre, comme disait Pythagore. Les théorèmes qui nous sont restés, nous les connaissons bien, hein, les théorèmes de triangles semblables, le théorème de Pythagore, les parallèles à l'infini, les solides réguliers de Platon, comme le tétraèdre ou l'icosaèdre, et cette division du cercle héritée des Babyloniens, mais avec l'apparition du nombre pi, qui est un nombre mystérieux reliant la longueur du circonférence du cercle à son diamètre et qui va faire l'objet de beaucoup de réflexions mathématiques. Donc, avec cet outil mathématique de la géométrie,
le rapport entre l'observation, l'instrument d'observation qui mesure les angles, essentiellement le cadran solaire, ou la sphère armillaire. Platon disposait d'une sphère armillaire, qui est en quelque sorte un planétarium en miniature, sur lequel on retrouve les trajectoires du Soleil sur l'écliptique, les trajectoires des planètes et de la Lune au voisinage de l'écliptique, et puis l'équateur, les pôles. Avec cela, on a maintenant un moyen de relier l'instrument d'observation, la mesure que fait l'instrument, exprimée en degrés, en angles, et la théorie qui va réfléchir sur le sens de ces mesures et sur l'organisation du monde, du ciel, de manière à y retrouver du sens, de l'intelligence et finalement, beaucoup plus tard, des lois. Peut-être un petit détour sur, j'ai mentionné le mot planétarium pour l'astrolabe qui permet de se représenter le ciel, exactement comme pour nous un planétarium le fait, mais la sphère armillaire est un objet coûteux, encombrant. Il y a des associations d'amateurs qui en font de magnifiques, j'en ai vu une à Bordeaux, entièrement en bois, de 2 mètres de diamètre, superbe. L'invention majeure est la composante mathématique, c'est-à-dire la projection stéréographique. On peut mettre dans un plan, ici, une figure de ce qui est sur une sphère, la sphère céleste, les constellations, en conservant les cercles, c'est-à-dire en projetant à partir d'un point ici, par exemple ce petit cercle que j'ai dessiné sur la sphère, il se retrouve ici sur le plan comme un cercle. Et le dessin, ici la constellation d'Orion, qui est contenu dans le cercle, se retrouve extrêmement proche, identique, presque identique à celui qui est là. Donc, on a transformé une représentation sphérique, qui est incommode à manipuler, en une représentation plane. C'est ce que fait l'astrolabe, qui est en quelque sorte un planétarium de poche, peu encombrant, peu coûteux à fabriquer, qui va contribuer avec l'extension de l'islam depuis l'Espagne jusqu'aux frontières de Chine entre le 8e et le 10e siècle, 11e siècle, qui va contribuer à répandre, on n'a pas le temps d'évoquer les pages qui parlent de cette magnifique avancée de l'astronomie dans le monde islamique, mais l'outil qui va servir, c'est ce petit outil qu'est l'astrolabe, qui va se répandre. Voilà. Alors, par exemple, la nécessité pour orienter la prière dans le monde islamique, de connaître la direction de la Mecque, qui est sur une carte, une direction à déterminer. Quand on est à Samarcande ou à Delhi, comment faire? D'ailleurs, une faute d'orthographe à Delhi, est-ce qu'on a corrigé? Je ne crois pas. Il reste quelques petites erreurs dans la classe. Eh bien, comment déterminer la bonne direction de la Mecque? C'est un problème de géométrie sphérique. On est sur une sphère. Et donc, il faut déterminer les angles avec ces méthodes que les Arabes vont perfectionner et qu'on appelle aujourd'hui la trigonométrie sphérique. Même chose que sur un plan, les cosinus et les sinus n'ont pas le même fonctionnement. Autre écho développé dans l'Atlas, mais sur lequel nous restons brefs ce soir, c'est ce monde chinois qui va développer pratiquement sans rapport avec tout ce qui se passe sur l'Eurasie, depuis l'Espagne jusqu'à ses frontières, une vision du ciel qui va être, avec le même objet commun à tous, une vision assez différente, dans laquelle le rapport entre le ciel et la terre, en particulier le pouvoir de l'empereur, fils du ciel, qui lui est conféré avec un mandat, le mandat du ciel. Donc la représentation du siège de l'empereur dans le ciel, que vous voyez ici, évidemment autour de l'étoile polaire, toute la société, les marchés, les autres empereurs tournent autour du siège du Fils du ciel, et c'est une représentation très intéressante, ici sur une carte céleste qui n'est pas dans l'Atlas et qui est plus récente, 7e siècle. Voilà. Juste pour vous dire que nous n'avons pas oublié la Chine. Alors, revenons au grec avec le passage
qui va être un passage critique pour les 15 siècles qui suivent, et un passage qu'il est important, je crois, de bien comprendre. Ptolémée regarde, et Ptolémée hérite aussi, et surtout, des observations d'Hipparque, qui lui-même a bénéficié des observations babyloniennes, des longues tables sur des séries temporelles qui durent plusieurs siècles. Qu'est-ce qu'il observe? Toutes sortes de phénomènes, le mouvement de la Lune, le mouvement du Soleil au cours de l'année, etc. Mais un phénomène qui est particulièrement perturbant. C'est ce qu'on appelle la rétrogradation des planètes. Ici, j'ai reproduit le ciel d'Alexandrie, le 1er janvier de l'année 154, fin de la vie de Ptolémée, à 4h25 du matin. Et les semaines et mois suivants. Et si on regarde la trajectoire suivie par la planète Mars par rapport à la sphère des étoiles fixes, on s'aperçoit que Mars se déplace vers la gauche, puis revient vers la droite, puis repart vers la gauche. C'est ce qu'on appelle la rétrogradation. À peu près au même moment, deux autres planètes ont un mouvement d'amplitude plus faible, parce qu'elles sont plus lointaines, Jupiter et Saturne, mais elles présentent le même phénomène de rétrogradation. Elles se dirigeaient vers la gauche, puis elles reviennent en arrière et elles repartent. Comment expliquer ce phénomène? Voilà la question à laquelle vont s'attaquer successivement Apollonius de Perge à la fin du IIIe siècle, Hipparque et Ptolémée. Un postulat, j'aime pas le mot dogme, il n'a pas sa place ici, mais un postulat a été posé par Platon, puis par Aristote, c'est que les mouvements célestes sont des mouvements circulaires, ce qui apparaît assez raisonnable quand on regarde la sphère céleste. Et ces mouvements circulaires sont parcourus à vitesse uniforme. Hypothèse également, postulat également raisonnable, en regardant la régularité, jour après jour, du mouvement diurne de la voûte céleste. Donc, il faut décrire avec une géométrie qui est devenue savante des mouvements en respectant ces deux règles. Impossible de le faire de façon simple quand on est confronté à la rétrogradation. Donc, qu'est-ce qu'on va inventer? On va inventer, Apollonius de Perge puis Hipparque, des épicycles, c'est-à-dire au lieu de mettre la planète sur un cercle centré sur la Terre, là nous sommes dans un modèle géocentrique, on va revenir sur l'héliocentrisme dans un instant, on la met sur un petit cercle qu'on appelle épicycle, du grec kuklos, cercle, et épissure, enfin, épissure, épi veut dire sur, dont le centre tourne sur le grand cercle. Et avec ça, vous voyez qu'on fabrique une variation de distance, l'éclat des planètes change, donc c'est bien de pouvoir dire qu'elles sont plus ou moins loin de la Terre, et on fabrique aussi une variation de vitesse. Elles sont sur une partie de l'épicycle qui s'éloigne et qui tourne ensemble du grand cercle. Il y a un effet de soustraction de vitesse, et puis un demi-tour après, il y a un effet d'addition de vitesse. Voilà. Et c'est ce modèle-là que Hipparque pour le Soleil et Ptolémée pour les planètes va raffiner. Alors, je commence ça brièvement pour vous montrer à la fois, c'est un processus scientifique très intéressant, parce que quand on ne comprend pas très bien, peut-être il faut tricher un peu avec les hypothèses de départ, mais pas trop. Sans ça, on ne sait plus où on est. Donc, Ptolémée amodit légèrement les hypothèses de départ sans les abandonner. Donc, il met la Terre, mais il ne la met plus au centre des mouvements. Les cercles sont décentrés par rapport à la Terre. Vous voyez le cercle de centre haut que va parcourir le centre de l'épicycle ici, sur lequel se trouve la planète. Il va être parcouru avec un centre qui est ici. Mais ça ne marche pas encore pour représenter les mouvements de rétrogradation. Donc Ptolémée invente une astuce géométrique supplémentaire qui est d'avoir un autre point qu'il appelle le point écan, la lettre E, qui est symétrique du centre de la Terre par rapport à ce point haut. Et il va centrer un grand cercle, qu'on appelle le cercle écan, en bleu ici, sur ce dernier point, et il va faire parcourir au point K
il va faire parcourir au point K le grand cercle bleu à vitesse uniforme. Donc, il respecte les hypothèses de départ. La droite EK donne un point marqué O sur le cercle rouge qui, lui, ne se déplace pas à vitesse uniforme puisque le centre O n'est pas confondu avec E. Et, moyennant cela, vous voyez les boucles de la planète Mars, et on les reverra tout à l'heure à propos de Kepler, et il arrive à une représentation suffisamment précise des mouvements de rétrogradation des 5 planètes connues à l'époque, Mercure, Vénus, Mars, Jupiter et Saturne, les seuls qu'on voit à l'œil nu, qui est suffisamment précise dans les tables ptoléméennes qui vont mettre à disposition de tous des souverains pour l'astrologie et des astronomes arabes qui vont en hériter soit directement, soit via les Perses, soit un peu plus tard via Byzance, pardon. Et ces tables sont précises pour tous les besoins des utilisateurs. Donc, plusieurs savants arabes vont réfléchir à la validité des modèles de Ptolémée. Est-ce que c'est bien raisonnable d'avoir cette construction géométrique? Thomas d'Aquin va écrire, c'est sympathique, ça prédit bien, mais si jamais on trouvait mieux, ça serait probablement bien d'adopter le mieux. Donc, il y a un doute, mais il n'y a pas de véritable besoin de faire mieux. Donc, ce modèle va vivre jusqu'à la Renaissance. Alors, il est géocentrique. Oui, bon, je vais passer ça parce que il est géocentrique parce qu'il y a un débat entre un modèle centré de rotation de tout ça, y compris de la sphère des fixes, centré sur la Terre et géocentrique, ou sur le Soleil. Aristarque propose le Soleil au centre. Et les arguments d'Aristote sont d'assez bons arguments physiques pour dire, par exemple, tout tombe vers le centre de la Terre. La Terre est sphérique, et où qu'on soit, c'est le centre qui est attractif et qui tombe. Donc les objets lointains, comme le Soleil ou les planètes, eh bien, ils doivent aussi tomber. Alors, évidemment, on est encore très loin de la force centrifuge et des travaux de Huygens, 20 siècles plus tard, mais l'argument, de même, il n'y a pas de vent quand la Terre se déplace, donc le mouvement de la Terre n'est pas possible. Et c'est ce qui va assurer le succès du modèle géocentrique. Oui, donc c'est à la fois la simplicité argumentée de ce modèle géocentrique et la qualité des prédictions des modèles de Ptolémée qui va assurer sa longue survie. Tout simplement parce que si on voulait remonter, il faudrait remonter la carte de Le Quélec, alors ça serait vraiment très long. Vous vous souvenez, il y avait des tas de sociétés partout sur Terre qui avaient des cosmogonies, et puis il y avait un ensemble dense de la Méditerranée au Japon où il y avait entre autres les transcendances, c'est ce qu'on avait mis sur la carte. Et là, cet axe de l'Ancien Monde, ça représente les 3/4 de l'humanité, donc rien d'étonnant que ce soit là, que ce soit produit un certain nombre d'éléments, entre autres des constructions scientifiques d'astronomie. Cela dit, elle n'est pas une, cette construction de l'astronomie, et on a eu tendance, beaucoup encore au XXe siècle, à construire une histoire qui partait certes des Babyloniens, puis des Égyptiens, et surtout des Grecs, et puis qui allait jusqu'à aujourd'hui, mais en passant essentiellement par l'Europe. Or, c'est intéressant de s'arrêter un instant sur l'Europe médiévale, parce qu'on voit que dans cet ensemble, dans cette géographie de société plus ou moins savante que j'évoquais, il y avait des communications où tout passait, passe des tas de choses, entre autres des microbes, d'ailleurs la peste noire par exemple, mais il y a malgré tout une barrière himalayenne, et le monde chinois était un monde différent. Pierre l'a évoqué tout à l'heure, avec une astronomie extrêmement différente, qui était d'ailleurs à finalité pratique et politique. Inversement, entre la vallée du Gange et la Méditerranée, on est dans le même monde, où les choses circulent et où des tas de lieux, dans des tas de lieux se sont produits des innovations. Entre autres, on a été vite tout à l'heure sur la carte du monde arabe, enfin, elle était d'ailleurs résumée à celle de la question de la direction de la Mecque, mais
il y avait aussi ce fait qu'on a une communication d'Alexandre aux Omeyyades ou aux Abbassides qui va de la Méditerranée à l'Inde du Nord. C'est-à-dire des lieux pour l'Inde du Nord où on a inventé, entre autres, des éléments d'arithmétique et de mathématiques, dont le zéro, d'ailleurs, probablement, même si le lieu est complexe, a été terminé, et puis jusqu'à la Méditerranée grecque. Et on a eu une circulation dans laquelle, entre autres, les Arabes ont joué un très grand rôle. Et pendant ce qu'en Europe on appelle le Moyen-Âge, alors qu'on a un développement scientifique du 8e au 12e siècle qui est extrêmement fort à Damas et Bagdad, pratiquement jusqu'au 13e, jusqu'à la destruction de la ville par les Mongols, inversement, que se passe-t-il dans cette Europe qui se construit et qui est l'Europe chrétienne? Eh bien, aujourd'hui, c'est un débat historiographique extrêmement chaud, puisque l'historiographie médiévale est tout à fait poreuse aux questions d'actualité sur les rapports au monde musulman. Donc, on se demande si, en gros, à un extrême, on dira on doit tout au monde musulman. Sans les musulmans, alors, si on veut être un peu plus large, on dira sans les musulmans et les byzantins, on n'aurait pas Aristote, on n'aurait pas Ptolémée, on n'aurait plus rien. Et donc, ça ne serait pas produit au XVe, XVIe siècle, les innovations qui vont aboutir à l'astronomie moderne. Et puis, d'autres qui disent, mais pas du tout, tout était déjà dans les bibliothèques médiévales. Il est évident que, comme d'habitude, c'est un dialogue dans l'entre-deux que l'on va se situer. Et on a ici fait une carte où, par le degré de couleur, vous avez progressivement la pénétration du sud au nord, en gros, des éléments de traduction, puisqu'on voit bien que vous avez, dès le 7e, 8e siècle, des éléments, je pourrais citer seulement déjà Isidore de Séville, par exemple, qui va justement dans les étymologies, c'était un peu le Wikipédia des bibliothèques médiévales, les étymologies d'Isidore. Il y a, dans cette encyclopédie, il y a effectivement des éléments d'Aristote et de Platon qui sont importants, mais c'est aussi celui qui a codifié la cartographie médiévale de la map-monde médiévale qui a donné nos découpages continentaux. Donc pour le géographe, c'est évidemment important. Mais vous avez aussi, dès le 10e, 11e siècle, avec l'école de Chartres, par exemple, on a un retour à ces textes anciens. Puis progressivement, avec au XIIe siècle, avec les tables de Tolède, par exemple, au XIIIe, avec les tables alphonsines, donc c'est évidemment le rôle de l'Andalousie, là, qui est un élément important, on a une pénétration des éléments d'Aristote et de Ptolémée. Ce qui fait que ça prépare ce qui va apparaître au XIVe siècle en astronomie et en géographie. Dans les deux livres conservés de Ptolémée, on a la révolution ptoléméenne, comme aiment dire les historiens de la cartographie, qui va nous permettre d'avoir à la fois une astronomie et une cartographie, c'est-à-dire, si je voulais en faire une application pratique, ce qu'on a appelé au XIXe siècle les grandes découvertes. Voilà, alors nous arrivons à la Renaissance et au temps des somnambules. Regardez le terme d'Arthur Koestler dans son très beau livre éponyme. Tycho Brahe, prince danois, un grand seigneur danois, qui vit à l'île de Vênes et qui installe ce qu'on appellerait un observatoire moderne, sauf que les télescopes n'existent pas encore et que ces instruments, ce sont toujours des alignements pour l'œil nu. Mais Tycho est très riche, il peut construire des instruments de très grande taille et il découvre aussi qu'en faisant un très grand nombre de fois la même mesure, on améliore la précision de cette mesure par un raisonnement statistique qu'il n'explicite pas, mais qui est évidemment à l'œuvre, puisque cette précision de 10 minutes d'arc qui était celle des 20 siècles précédents, il l'améliore d'un facteur 10. Il construit donc des tables des mouvements planétaires, en particulier de Mars, 10 fois meilleures quant aux positions que tout ce qui précède. Et c'est pour ça qu'on le qualifie le plus grand et le dernier des astronomes à l'œil nu, puisque Galilée est très proche maintenant, son grand cadran de 6 mètres. Et là, il est utile aussi de mentionner l'expertise des ouvriers, des artisans qui savent faire une horloge, qui savent graver un vernier sur un disque de bronze pour avoir la mesure des angles, et qui savent donc construire ces instruments avec une précision. On en a conservé beaucoup, évidemment, et donc on peut apprécier la qualité. Et vous voyez le même diagramme que je vous ai montré tout à l'heure,
on arrive à la limite de l'œil nu. Les alignements de Tycho Brahe, c'est la minute d'arc, et les cadrans, on voit ici gradués, sont gradués en 10 secondes d'arc. Évidemment, il faut que l'instrument soit très grand, 6 mètres, pour faire ça. Alors, Tycho va faire une autre étape fondamentale, c'est que pour les Grecs, pour Ptolémée, il y avait un sens de la profondeur, c'est-à-dire ils ne mettaient pas toutes les planètes à la même distance. Ils n'avaient aucun moyen de mesurer ces distances. Donc, cette profondeur va être objectivée par Tycho, qui a la chance d'avoir, premièrement, une supernova, donc événement qui se produit dans un ciel supposé immuable, et une comète, second événement, qui se produit également dans un ciel supposé immuable. Comment Tycho le prouve-t-il? Eh bien, par l'observation de ces deux objets en des points distants de l'Europe, qui communiquent à l'époque. Et un effet de parallaxe, c'est ce qu'on appelle l'effet du doigt devant l'œil. Vous clignez l'œil droit, l'œil gauche, et vous voyez que votre doigt est plus proche que l'arrière-plan lointain. Il démontre que ces deux objets sont au-delà de l'orbite de la Lune, donc le ciel est changeant. Révolution intellectuelle majeure pour tout ce qui va suivre. Mars maintenant. Les mesures de Tycho Brahe sont exceptionnelles. Il discerne à Prague, où il a été exilé par le prince danois en fin de vie, il discerne parmi ses étudiants qui se pressent auprès de ce grand maître un jeune homme particulièrement brillant, Johannes Kepler. Et il lui donne à interpréter les rétrogradations de Mars. Et en voilà une, observée à Prague, le 8 août 1586 à 16h30. Vous voyez, en quelques semaines, du 8 août au 12 octobre, Mars a été suivi avec précision par Tycho, 1586. Non, Tycho est encore au Danemark. Donc ça, c'est une observation faite depuis l'île de Hven, évidemment, que j'ai reconstruite avec un planétarium. Et à partir de cela, après 8 années de travail, où Kepler, qui ne veut pas abandonner le modèle de Ptolémée, qui aimerait bien adopter le modèle de Copernic, héliocentrique, publié depuis une cinquantaine d'années, avec le Soleil au centre, et Kepler est copernicien, mais il s'aperçoit que Copernic utilise dans son modèle, c'est un homme au fond encore de l'ancien temps, c'est-à-dire qu'il est toujours avec des cercles parcourus à vitesse uniforme sur lesquels le centre des épicycles se déplace, la planète tournant également à vitesse uniforme. Et Kepler, au bout de 8 ans de travail, dit c'est pas possible. Ça ne marche pas. Le modèle de Ptolémée ou le modèle de Copernic, ou une sorte de modèle intermédiaire que Tycho avait élaboré, avec aucun, je ne peux rendre compte des observations que vous aviez sous les yeux à l'instant de la planète Mars. Je dois les abandonner. Et en ce sens-là, Kepler est l'homme moderne. Donc on devrait au moins parler de révolution copernicienne et keplérienne. Il est l'homme moderne et tout marche bien. On abandonne le cercle, on abandonne la vitesse uniforme, on remplace le cercle par une ellipse et Kepler énonce ces 3 lois. Et vous voyez évidemment que la rétrogradation, mettant le Soleil au centre, la Terre et Mars ici, bon, je n'ai pas mis des ellipses ici, mais des cercles, on obtient l'effet de rétrogradation. Donc, les planètes décrivent des ellipses, elles ne sont pas centrées, le Soleil est au foyer d'une de ces ellipses, et les vitesses sur les ellipses obéissent à une loi précise. Elles sont d'autant plus faibles que l'objet est loin du Soleil, et Kepler a l'intuition, qui n'arrive pas à formaliser, de quelque chose qui émane du Soleil et qui va maintenir les planètes sur leur orbite. Ce sera Newton qui fera le pas suivant. Voilà. Alors arrive la césure, c'est-à-dire l'œil nu est abandonné pour la lunette, le ciel se peuple, alors les observations de Galilée, les satellites de Jupiter ici, c'est le dessin original de Galilée, dans le ciel de Padoue pendant l'hiver 1610, que vous avez ici, c'est le ciel qu'il voyait, avec la position de Jupiter, le dessin des montagnes de la Lune,
et puis voilà. Et vous avez la lunette de Galilée ici. Donc, le ciel s'est peuplé, la Voie lactée est résolue en étoiles. On va avoir maintenant beaucoup de choses. Alors, on va terminer sur la lumière. Vous voyez que tout ceci, c'est une histoire des rapports entre l'œil humain et la lumière émise par les astres, Soleil, par la Lune diffusée ou par les étoiles. On ne sait évidemment rien de la physique de ces objets. Pourquoi émettent-ils de la lumière? Mais la compréhension de la lumière va faire un immense progrès avec Alessam, dont on a parlé longuement hier, l'opticien. Vous avez la chambre noire, la caméra obscura représentée ici, puis les lois de réflexion et de réfraction, Descartes et Newton, et finalement la spectroscopie avec Newton puis Fraunhofer, la découverte des raies spectrales. Vous avez pu en observer certaines sur le Soleil, la raie Gène, par exemple, le chalfa dehors aujourd'hui, et ces raies spectrales commencent à donner accès à la physique des objets, jusqu'à évidemment ce que fait notre réalité. Et peut-être retenons encore l'apport gigantesque de Newton, on devrait y passer une demi-heure, et c'est toute l'histoire de la mécanique. Et Kepler, qui illumine le XVIIIe siècle, Kepler, il propose des lois empiriques, il dit il faut que ce soit comme ça pour rendre compte des observations. Galilée analyse la chute des corps sur Terre et le mouvement accéléré qu'il décrit. Huygens décrit l'effet centrifuge, le mouvement circulaire. Newton fait le pas de géant qui consiste à introduire l'idée d'une force qui se propage dans le vide entre les étoiles, ce qui est absurde. Et ce sera beaucoup d'opposition à Newton viendra du fait, mais vous créez une force, qu'est-ce qu'il apporte entre le Soleil et la Terre? Comment il chemine dans le vide? C'est pas possible. Donc, il écrit cette force, et avec cette force, il peut décrire toutes les trajectoires, les ellipses de Kepler, les trajectoires des étoiles doubles, etc. Il n'est pas capable de mesurer la masse du Soleil, donc, parce que dans sa formule de la loi de gravitation, que chacun connaît, figure évidemment la distance, figure la masse de la planète, mais figure aussi ceci, qui est un produit de la constante de Newton, qui donne l'intensité de la force de gravitation et de la masse du Soleil. Et il n'a aucun moyen de déterminer ça. Il va falloir attendre des estimations de cette quantité G, puis une mesure en laboratoire, et ça va prendre pratiquement un siècle, pour qu'on puisse analyser, avec cette formule, la dynamique, donc le mouvement des étoiles, et déterminer la masse des étoiles. Et ayant la masse des étoiles, la distance des étoiles, l'univers autour du Soleil va se peupler de manière importante. Voilà, alors là je crois qu'il faut qu'on avance. On commence à faire de la physique des étoiles. Première chose, c'est la température. Avec la spectroscopie, on mesure la température. Les étoiles rouges, Aldébaran, dans notre ciel d'hiver, est rouge, les Sirius, qui est blanc, bleuté. Donc, on affecte une température à chacune des étoiles avec le développement de la physique du corps noir au XIXe siècle. C'est la naissance de ce que nous appelons aujourd'hui l'astrophysique. Ce qui précédait était plutôt de la mécanique céleste. Voilà, alors encore un dernier élément qui va transformer le paysage. J'ai parlé du télescope, qui agrandit la pupille de l'œil. J'ai parlé du spectrographe, qui analyse la composition de la lumière. La photographie, qui, elle, permet de franchir une autre limite de l'œil humain, qui est le temps de pause. Notre œil est fixé invariablement à 1/10 de seconde pour le temps de pause. Donc un objet plus faible, s'il n'y a pas eu assez de lumière pour exciter les bâtonnets de la rétine, eh bien, on ne le voit pas. Effectivement, cumuler des minutes, des heures de pause avec la photographie va être une nouvelle révolution que nous continuons à exploiter. La première photographie de la Lune a été faite par Daguerre, mais on n'a pas cette photographie.
Elle a été perdue, elle n'a pas été présentée à l'Académie des sciences en 1839 par Arago. Et la première photographie de la Lune, c'est celle qui a été faite à New York. John Draper, un astronome américain, a immédiatement appris, vous voyez, quelques mois après, il a produit cette très belle photographie de la Lune. Voilà. Donc la photographie fait son chemin. Voilà Hubble sur le télescope de Los Angeles, au-dessus de Los Angeles. Et finalement, ce gain en temps de pause, plus qu'en diamètre de télescope d'ailleurs, permet d'avoir des images de galaxies. Vous voyez, Hubble travaille dans les années 20 au Mont Wilson. Et 15 ans plus tard, la magnifique revue L'Illustration fait partager à tout le public français de magnifiques images de la nébuleuse d'Andromède ou de la galaxie des chiens de chasse. Voilà. Donc, à partir de ces bases-là, on va construire l'astrophysique moderne. Je m'arrête là, je ne parle pas des nébuleuses. On arrive à nos jours, alors on développe beaucoup plus dans l'atlas que je le fais maintenant. L'univers se fait histoire, puisque les distances sont maintenant des observations dans des tranches différentes passées. Et cette photographie des galaxies du James Webb, les plus lointaines, nous amène à quelques centaines de millions d'années après l'observation du fond cosmologique. Voilà, alors peut-être c'est notre page de conclusion. On va arrêter là. Aujourd'hui, contrairement à toute cette longue histoire, l'homme n'est plus passif devant le ciel. L'homme envahit le cosmos. Il laisse son empreinte. Il laisse son empreinte. Trois manières différentes. Deux sont représentées ici, en lançant des objets, dont certains sont déjà en train de sortir du système solaire, pour se diriger vers les étoiles. Sortir du système solaire, ça veut dire l'attraction gravitationnelle d'une étoile vers laquelle va l'objet est plus intense que l'attraction gravitationnelle du Soleil qui retient l'objet. Vous voyez là quelques-unes des missions et leur distance actuelle à la Terre. Donc, non seulement nous posons des objets sur la Lune et sur les planètes proches, non seulement nous peuplons notre espace proche d'une multitude d'objets, de restes de fusées et de satellites, mais encore, notre présence se traduit également par la présence, l'envoi dans le cosmos lointain, dans la galaxie, de signaux électromagnétiques. Et pour n'en citer qu'un, l'explosion de Hiroshima est évidemment aujourd'hui à... on la voit là-haut, 1945, ça fait exactement 80 ans, 80 années-lumière de la Terre. L'éclair du Hiroshima chemine à 80 années-lumière de la Terre. Et puis les émissions radio, l'apparition de la TSF, tout ça chemine dans l'espace. Nous avons vraiment une empreinte cosmique. La question par laquelle nous terminons la classe, c'est sommes-nous responsables de quelque chose vis-à-vis de l'univers. Merci de votre attention. Voilà, bonjour, merci beaucoup pour votre présentation. J'avais une question sur, vous avez dit que les humains ont tous le même ciel. Et du coup, je me posais une question par rapport entre justement les humains qui sont comme les Inuits, qui ont un ciel qui pivote autour d'eux, qui ont l'étoile polaire justement, avec ces étoiles finalement qui sont toujours les mêmes, qui tournent. Et les personnes les peuples qui sont plutôt du côté de l'équateur, qui voient des étoiles différentes, est-ce que ça change quelque chose dans leur cosmogonie, dans leur manière de voir le ciel? Bon, pas vraiment, parce que ni le pôle Nord ni le pôle Sud ne sont vraiment habités. Et c'est les deux seuls endroits de la surface terrestre
où le ciel reste rigoureusement identique toute l'année, la voûte céleste tournant simplement autour d'un axe vertical. Et partout ailleurs, on a des changements entre les saisons. On ne voit pas les mêmes étoiles l'hiver et l'été. Il n'y a qu'à l'équateur où on a l'accès à la totalité du ciel. Donc c'est variable suivant la latitude. Mais il faudrait, pour que la phrase soit correcte, d'introduire cette nuance. Mais essentiellement, la perception du ciel avec les mouvements du Soleil, de la Lune, qui sont visibles sur les deux cercles arctiques, pratiquement par toutes les terres habitées, et la perception des étoiles, de la Voie lactée, de leur mystère, sont communes. C'est en ce sens-là que nous avons pensé pouvoir affirmer que ce ciel est commun. Après, on peut raffiner, évidemment. Je voudrais préciser une chose, c'est que notre ignorance est très grande. Pas seulement la nôtre, mais globalement celle de la science, parce que le travail qu'a fait l'anthropologie de collecter des connaissances que des populations qui étaient pas très récemment en contact avec des Occidentaux, n'a pas été fait forcément par des gens qui étaient eux-mêmes compétents en astronomie. Donc, au XVIIIe siècle, c'était le cas, parce que c'était des marins, et que les marins, évidemment, eux, ils étaient aussi nécessairement pratiquement astronomes. Mais ils s'intéressaient quand même qu'empiriquement aux connaissances locales. Tandis qu'au XIXe et XXe siècle, on a beaucoup travaillé sur les mythologies, les dieux, les connaissances pratiques, et éventuellement des gens, mais très très peu sur le ciel. Donc on a perdu, on a raté. Et ça, malheureusement, c'est irrattrapable. Il n'y a pas d'archives de ce genre de choses. Ce qui fait que qu'est-ce que réellement les Inuits pensaient du ciel il y a 150 ans, c'est à peu près impossible de le dire. On en a quelques bribes encore, parce que c'est des sociétés qui ont été très tardivement en contact, donc on a quand même eu des éléments. Mais pour beaucoup d'autres sociétés, on ne sait pas. Alors, certaines nous ont laissé des objets matériels. On n'a pas montré le Caracol, le célèbre observatoire Maya, mais il est dans l'Atlas, bien sûr. Mais là, on peut effectivement faire des hypothèses, des constructions, parce que sinon, on ne peut pas analyser ce bâtiment autrement que comme un observatoire précis et qui montre des connaissances riches qu'avaient les Mayas. On connaît toutes les sociétés qui avaient des textes, évidemment, mais ça, on est dans l'axe de l'Ancien Monde que j'ai évoqué. Mais en Afrique, par exemple, on a tenté de faire une carte des usages traditionnels de l'astronomie, des positions selon les points cardinaux dans les sociétés africaines. On a eu le plus grand mal, parce que, justement, en fonction de ce que vous disiez, ce sont des choses qui n'ont pas été recueillies. Bonsoir, professeur. Je vous remercie pour cette formidable conférence et j'apprécierais également de savoir si vous estimez qu'il y existe aujourd'hui une bibliothèque ou une concentration d'informations, tout du moins en matière d'astronomie, qui soit comparable à ce que pouvait représenter à son époque la bibliothèque d'Alexandrie. Oui, ça semble difficile de comparer une bibliothèque où on avait des volumens, c'est-à-dire des rouleaux qui étaient des manuscrits uniques, alors qu'on pouvait recopier, parce qu'un des gros boulots de la bibliothèque d'Alexandrie, c'était de faire des copies. Et justement, les empires imposaient d'envoyer une copie de tous les textes dans la bibliothèque. Avec aujourd'hui, où on a les archives d'Internet, qui elles-mêmes ne sont pas forcément conservées, ce qui est un autre problème. Mais on ne peut pas avoir aujourd'hui quelqu'un qui dirait « je détruis totalement Wikipédia ». Je ne sais pas que l'idée n'en vienne pas à certains, mais enfin, pour le moment, on n'en est pas là. Alors que faire brûler la bibliothèque d'Alexandrie, ça a été possible. Je peux vous donner un exemple tout à fait tristement d'actualité. Les données climatiques, les séries climatiques sont essentielles sans rupture, parce qu'il faut disposer mois après mois, semaine après semaine, des températures, pressions, que mesurent les satellites. L'administration Trump est en train, partie, mais menace de supprimer des séries de données climatiques qui sont aux États-Unis. Nous avons organisé collectivement des copies de ces données en Europe, en France en particulier, de manière à, si on les perd, incendie moderne de bases de données, qu'elles continuent à exister, qu'il n'y ait pas rupture. Et dans le cas où les mesures étaient faites par des équipes américaines,
eh bien, les équipes françaises ou européennes se préoccupent de les maintenir. Donc, ceci dit, l'accès à la connaissance est aujourd'hui universel. J'ai rappelé tout à l'heure que Gaïa, 1,7 milliard d'étoiles sur votre ordinateur portable, vous pouvez avoir les caractéristiques des catalogues de Gaïa. C'est plus accessible que ne l'étaient les catalogues de Ptolémée au XIIe siècle. Madame. Bonsoir, je voudrais poser une question qui est peut-être un peu naïve, mais je me la suis toujours posée. Est-ce que c'est bien l'ombre de la Terre qui est projetée sur la Lune, et pourquoi est-ce qu'elle est quelquefois concave et quelquefois convexe? L'ombre de la Terre projetée sur la Lune pendant une éclipse de Lune, c'est ça votre... Elle est toujours convexe, elle n'est jamais concave. Mais il y en a une partie sombre. Hein? Là, il est croissant. Concave, c'est l'ombre d'un disque, le disque terrestre, sur un écran, la face lunaire. Et c'est comme ça que Aristote, parmi les preuves de la rotondité de la Terre, il y a le mât du bateau qui disparaît à l'horizon, mais il y a les éclipses de lune. L'ombre de la Terre n'est pas droite, elle est convexe, c'est donc que la Terre est une sphère. Jamais. Oui. Ça, c'est la partie éclairée de la Lune qui a cette forme. Pas confondre avec le terminateur lunaire, hein, c'est-à-dire la ligne qui sépare la partie éclairée par le soleil de la Lune de la partie dans la nuit. Cette partie-là est concave avant le premier ou après le dernier quartier, elle est convexe entre la pleine Lune, avant et après la pleine Lune. Ce n'est pas l'ombre de la Terre. C'est ce qu'on voit ce soir. La Lune est gibbeuse, elle a passé le premier quartier et elle se dirige vers la pleine Lune. Mais là, ce n'est pas l'ombre de la Terre. Ce que peut-être vous pensez aussi, c'est que quand la Lune est jeune, c'est-à-dire juste après la nouvelle Lune, on voit un croissant très fin, c'est la partie éclairée de la Lune, et le reste, ce n'est pas l'ombre de la Terre, c'est le clair de Terre sur la Lune, qu'on appelle la lumière cendrée. Ce n'est pas une ombre, mais c'est bien la Terre qui, à ce moment-là, éclaire la Lune. C'est exactement la partie de la Terre où il fait jour qui éclaire la Lune. Bonsoir, merci pour votre conférence. Au tout début, vous avez présenté une représentation qui datait de l'âge de bronze, je crois. Est-ce qu'il y a des signes antérieurs que vous avez pu analyser mais que vous n'avez pas présentés? Oui, on a évoqué le fait que dans tous les domaines de représentation, on cherche le plus ancien. Jusqu'à une période très récente, on considérait que c'était ce disque-là qui était le plus ancien. Il est possible que ce soit en fait une gravure chinoise, une représentation chinoise, qui soit peut-être encore plus ancienne. Mais, donc, je ne dis pas qu'on n'en découvrira pas. Ça fait partie de la quête de la carte la plus ancienne. On connaît des cartes qui ont 4000, 5000 ans et on en découvre encore maintenant dans des dessins de sociétés qui, c'était le cas d'ailleurs pour ce disque germain, de Germanie, n'étaient pas des sociétés à écriture. À écriture au sens textuel du terme. J'insiste bien là-dessus. On a des représentations visuelles, comme on a des cartes de la Terre ou de la mer, qui sont faites par des sociétés qui n'avaient pas de texte. Les Polynésiens avaient des cartes, et ils n'avaient pas d'écriture. Si les archéologues chinois confirment la datation et les astronomes confirment qu'il s'agit bien d'une carte astronomique, d'environ moins 3000, alors dans la prochaine édition de cet atlas, nous la mettrons bien entendu et nous changerons la priorité. Mais il faut être prudent parce qu'il y a toujours une course à être le premier. Et les savants chinois sont très forts dans ce domaine. Donc il faut être méfiant. Parce qu'ils ont
Par exemple, ils n'aiment pas avoir acquis quelque chose par diffusion. C'est le cas de savoir si l'écriture chinoise est une totale innovation ou si c'est parce qu'il y a eu un effet de diffusion dans l'ancien monde. Donc je me méfie de cet élément-là. Voilà. Mais c'est Voilà. anecdotique. On verra. Eh bien, je pense que c'est terminé. Merci Voilà. beaucoup. Merci beaucoup.